Mon gendre a laissé ma fille sous respirateur pour aller à la fête de sa maîtresse. Je n'ai pas pleuré. J'ai passé 3 appels téléphoniques. Ma fille était sous respirateur. Son mari vérifiait sa Rolex. Je l'ai regardé faire ce petit coup d'œil, exercé à son poignet. Le même geste qu'il utilisait lors des réunions de conseil d'administration, quand il décidait qu'une conversation était terminée. Élise était inconsciente depuis 11 heures. Le respirateur émettait son bruit rythmique. Les moniteurs émettaient des bips. La pièce sentait l'antiseptique et cette peur spécifique que les salles de soins intensifs portent dans leurs murs. Et Marcus Vance, mon gendre depuis 4 ans, a ajusté les poignets de sa chemise en soie et a tendu la main au-dessus du lit de ma fille pour prendre mes clés de voiture sur la table. Mes clés, elle ne saura pas que je suis là de toute façon, a-t-il dit. Pas cruellement. C'était le pire. Il l'a dit de la manière dont on dit que la réunion a été reportée à jeudi. Un fait légèrement gênant, déjà traité et classé. J'ai regardé sa main autour de mes clés. Elles sont à moi, ai-je dit. Il a esquissé le sourire d'un homme qui n'a jamais vraiment cru qu'une femme de plus de 50 ans avait l'autorité nécessaire pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Je les rapporterai demain matin, a-t-il dit. Elle reste juste dans le garage. Sa sœur Dana ne quittait pas son téléphone des yeux. Elle était assise sur la chaise près de la fenêtre, faisant défiler l'écran, mâchant son chewing-gum de temps en temps. Elle était restée sur cette chaise pendant 6 heures, sans jamais se lever pour se tenir aux côtés d'Élise. Il a sa propre vie, a-t-elle dit. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il reste assis dans une pièce déprimante toute la nuit. Marcus est sorti. Je me suis tenue à côté du lit de ma fille, et j'ai écouté ses pas disparaître dans le couloir, et je n'ai pas fait un seul bruit parce que ce qui se passait en moi à ce moment-là n'était pas quelque chose qui avait un son. C'était plus froid que ça. C'était le froid spécifique d'une femme qui vient de voir quelque chose, qu'elle soupçonnait déjà se confirmer totalement, et qui comprend avec une clarté cristalline exactement ce qui doit se passer ensuite. Mais je n'étais pas prête, pas encore. Je devais attendre 3 heures. J'ai besoin que vous compreniez qui je suis, parce que cette histoire n'a aucun sens sans cela. Mon nom est Claire Sterling. J'ai 61 ans. J'ai construit Sterling Consolidated, une entreprise de gestion immobilière commerciale, de taille moyenne, à partir d'un prêt de 40 000 $ et d'un bureau de 2 pièces dans l'est de la ville, en commençant quand j'avais 32 ans. Récemment divorcée d'un homme qui m'avait dit que je ne dirigerais jamais rien de plus grand qu'un ménage. L'entreprise gère aujourd'hui 47 propriétés commerciales dans 3 États et emploie 91 personnes à temps plein. Je ne suis pas une femme douce. Je ne suis pas une femme qui pleure dans les couloirs, qui fait des scènes, ou qui laisse l'émotion primer sur la stratégie. Je suis cependant une mère, et ces 2 choses, la stratège et la mère, étaient dans une tension très spécifique, depuis les 4 années écoulées depuis qu'Élise, ma fille, a épousé Marcus Vance, dans un vignoble à Sonoma, lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que ma première acquisition commerciale, et que j'ai payée parce qu'Élise l'aimait, que j'aimais Élise, et parce que la petite voix au fond de mon esprit qui disait quelque chose à propos de cet homme, sa performance, était une voix que j'avais choisi d'écarter à l'époque. Élise avait 31 ans quand elle l'a épousé, ergothérapeute en pédiatrie, patiente, chaleureuse, le genre de personne qui se souvenait du nom de chaque infirmier à la fin d'un seul quart de travail. Elle aimait Marcus avec la dévotion particulière de quelqu'un qui confond intensité et profondeur. Et je l'ai regardé faire pendant 2 ans de fréquentation, et je n'ai rien dit parce qu'elle était adulte, et parce que mon propre parcours avec les hommes n'était pas exactement une référence que je pouvais citer. Marcus Vance avait 34 ans, directeur régional d'une société de services financiers, poli de la manière spécifique des hommes, qui ont appris à paraître dignes de confiance, sans l'inconvénient de l'être réellement. Il avait une bonne poignée de main, une excellente mémoire pour les noms, et un talent pour faire en sorte que chaque personne dans une pièce se sente brièvement spéciale, ce qui est le type de charme le plus dangereux, parce qu'il faut des années pour le reconnaître comme une technique, plutôt que comme un sentiment. Les signaux d'alarme sont arrivés lentement. Le premier que j'ai enregistré fut 18 mois après le mariage, quand Élise m'a appelé un mardi soir, et a pleuré sans me dire pourquoi, puis a cessé de pleurer, et a dit qu'elle allait bien, et a changé de sujet. Je l'ai noté dans un carnet que je garde sur ma table de chevet. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai noté. L'habitude, peut être. J'écris les choses.
Le deuxième fut quand Marcus m'a dit lors d'un dîner de famille qu'Élise avait connu des difficultés financières avant leur mariage. Une déclaration si précisément fausse, dite si nonchalamment, devant 3 autres personnes, que j'ai failli m'étouffer. Élise possédait son appartement en pleine propriété, elle investissait prudemment depuis la mi-vingtaine. Elle n'avait pas de difficultés financières. Marcus le savait. Ce qu'il faisait, c'était établir une version de son histoire, qui le rendait plus important pour elle. J'ai noté cela aussi. Le troisième fut la carte d'entreprise. 9 mois avant l'unité de soins intensifs, Marcus est venu me voir avec ce qu'il a décrit comme un problème de trésorerie. Un écart à court terme entre son bonus trimestriel et certaines obligations personnelles qu'il préférait ne pas détailler. Il m'a demandé de l'ajouter comme utilisateur autorisé sur la carte d'entreprise Sterling Consolidated, juste temporairement. Il rembourserait sous 30 jours. J'ai dit non. Il a souri. Je pensais que nous étions de la famille. Nous le sommes, ai-je dit. C'est pourquoi je nous protège tous les deux. Il a ri nerveusement. Une semaine plus tard, il avait réussi à obtenir l'accès à une carte supplémentaire connectée à un compte au nom d'Élise, un compte dont la ligne de crédit sous-jacente remontait à travers 3 entités, jusqu'à une filiale de Sterling. Je ne l'ai découvert que plus tard, bien plus tard, mais quand je l'ai découvert, j'ai compris depuis combien de temps le plan était en marche. Élise a été admise aux soins intensifs un mercredi matin, après s'être effondrée au travail. Embolie pulmonaire bilatérale, des caillots sanguins dans les 2 poumons. C'était, m'a dit le médecin traitant, le docteur Riemann Ayer, dans le couloir à 9h40, le genre d'événement qui était survivable, avec une intervention immédiate et soutenue, mais qui exigeait une stabilité absolue, une surveillance attentive, et l'évitement de tout stress supplémentaire. Son corps faisait tout ce qu'il pouvait. Ils avaient besoin de temps. Je me suis assise à côté de son lit pendant 11 heures. Marcus est arrivé à 18h30, est resté 45 minutes, et est parti avec mes clés de voiture. Je l'ai regardé partir. Puis je me suis rasseoise, et j'ai attendu 3h du matin. L'unité de soins intensifs la nuit a une qualité particulière de silence. Pas paisible, plutôt comme une respiration retenue. Les infirmières se déplacent silencieusement entre les stations. Les moniteurs gardent leur veille constante. Les lumières du couloir diminuent légèrement après minuit, et le monde à l'extérieur des fenêtres s'assombrit, et vous êtes assise à côté de la personne que vous aimez le plus, et vous ressentez la petitesse spécifique de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Je tenais la main d'Élise depuis des heures. J'avais mémorisé le son du respirateur. J'avais parlé 2 fois de plus au docteur Nayer et au consultant en pneumologie, le docteur Frank Ortega, qui avait été appelé à minuit, et qui m'avait dit la même chose que le docteur Nayer, stable mais critique, et nous surveillons. À 2h58, le téléphone d'Élise a vibré sur la table de chevet. J'ai regardé, par réflexe. L'écran s'est illuminé avec une notification de réseau social. Le profil public de Dan Avance. J'ai tendu la main, et je l'ai ouvert avant de pouvoir réfléchir si je devais le faire, et la première chose que j'ai vue était une vidéo. Marcus, chemise en soie déboutonnée jusqu'à la poitrine, bouteille de champagne levée, dansant, frottant, est en fait le mot plus précis, contre une femme en robe rouge. Derrière eux, reconnaissable à sa finition noire captant les lumières du club, il y avait mon Range Rover, 2024 garé sur le trottoir, devant une boîte de nuit, appelée l'Onyx Room. La légende de Dana disait « Quand la vie essaie de te retenir, fais la fête plus fort. » VIP, on passe à autre chose. J'ai regardé la vidéo 1 fois, puis 2, puis une 3e fois, et alors quelque chose s'est passé en moi que je ne peux décrire que comme une sorte de fermeture. Pas une rupture, pas une éruption, une fermeture très calme, très complète de quelque chose qui essayait de rester ouvert. J'ai posé le téléphone. J'ai embrassé le front de ma fille. Sa peau était chaude. Elle était là. Elle se battait. Il pense que je suis juste une mère qui pleure, ai-je murmuré. Il a tort. J'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans le couloir vide devant sa chambre, et j'ai passé 3 appels téléphoniques. Le premier appel était pour Jonathan Park. Jonathan était l'avocat d'entreprise de Sterling Consolidated depuis 16 ans. Il avait 53 ans, associé chez Park Elkins Shue, le genre d'avocat qui facture $650 de l'heure, et qui les vaut chaque centime parce qu'il avait tout vu, et n'était surpris par rien.
Je l'avais déjà appelé à des heures inhabituelles auparavant. L'immobilier commercial ne limite pas ses crises aux heures de bureau. Et il a répondu à la troisième sonnerie. Claire. Sa voix était immédiatement alerte. Les avocats qui travaillent avec les cadres développent ce réflexe. J'ai besoin de papiers de divorce en urgence, ai-je dit. Gel des avoirs sur tous les comptes joints connectés à Marcus Vance. Ordonnance restrictive sur les actifs de l'entreprise. J'ai aussi besoin que vous tiriez chaque transaction par carte d'entreprise liée à Marcus sur les 14 derniers mois, et que vous signaliez tout ce qui remonte aux filiales de Sterling. Une pause. Courte. Combien de temps ai-je? J'ai besoin que le gel soit en place avant l'ouverture des marchés. 4 heures. Oui. J'aurai besoin de votre code d'autorisation pour les comptes des filiales. Je le lui ai donné de mémoire. C'est fait, a-t-il dit. Claire. J'ai dit, travaillez vite. J'ai terminé l'appel. Le deuxième appel était pour Raymond Chu, mon assureur, 22 ans à gérer le portefeuille de véhicules et de propriétés de Sterling. Un homme qui a une fois traité une réclamation pour perte totale, pendant des vacances en famille, sans manquer une étape. Le Range Rover, ai-je dit. Le traceur GPS est-il actif? Toujours actif sur les véhicules de la police commerciale, a-t-il dit. Vous voulez la localisation? J'ai besoin que vous confirmiez que vous pouvez le suivre en temps réel et que les données sont documentables légalement si j'en ai besoin pour un rapport de police. Une pause. Claire, que se passe-t-il? Mon gendre a pris mon véhicule sans ma permission, alors que ma fille est aux soins intensifs sous respirateur, ai-je dit. J'aimerais le signaler comme volé. Une autre pause, plus longue. Le traceur montre qu'il est garé à l'Onyx Room sur Callaway Street. Raymond a dit, je peux avoir un rapport de localisation, écrit pour vous dans 10 minutes, merci. Le troisième appel était au 911. J'ai besoin de signaler un véhicule volé, ai-je dit. Un Range Rover noir, 2024. Plaque d'immatriculation, Victor Echo 9INE32. Le conducteur l'a pris sans mon autorisation. J'ai la confirmation GPS de sa localisation actuelle, et j'ai des raisons de croire que le conducteur est en état d'ivresse. Je peux vous donner l'adresse exacte. Nom du suspect, madame. Marcus Vance, ai-je dit. Je leur ai donné l'adresse de l'Onyx Room. Je leur ai donné les coordonnées GPS que Raymond venait de m'envoyer. Je leur ai donné la description physique de Marcus. 1,425, chemise en soie, probablement encore le champagne, et je leur ai dit qu'il avait une femme avec lui et sa sœur. Je suis retournée à l'intérieur. Je me suis assise à côté de ma fille. J'ai tenu sa main, et j'ai attendu. À 6 heures du matin, j'avais fait le reste. Jonathan avait rappelé à 4h30 pour confirmer que le gel des avoirs était en place sur les 14 comptes joints connectant Marcus à Elise ou à toute entité de Sterling. À 4h47, je m'étais connecté au portail administratif de Sterling depuis mon téléphone, et j'avais révoqué l'accès de Marcus au serveur de l'entreprise. Il avait reçu des identifiants limités 8 mois plus tôt pour un projet de conseil qui avait duré 2 semaines et qui aurait dû être révoqué alors. À 5h05, j'avais transmis le résumé médico-légal préliminaire de Jonathan à la ligne de signalement des crimes financiers du FBI, avec une note de couverture de 3 phrases et précises. Le résumé préliminaire montrait 80 000 $ de transactions acheminées par Marcus pour couvrir ce qui semblait être des dettes personnelles et professionnelles appartenant à sa famille, spécifiquement une entreprise de restauration en faillite exploitée par ses parents, Richard et Hélène Vance, qui étaient, je le comprenais maintenant, discrètement insolvables, depuis environ 2 ans. Mon argent acheminé par mon gendre, pour maintenir ses parents à flot, pendant que ma fille était allongée dans divers stades de fragilité médicale croissante, et Marcus se tenait à divers événements dans des chemises en soie, prétendant être un homme qui avait construit quelque chose. Je me suis assise avec cette connaissance dans l'unité de soins intensifs à 5h15, et je l'ai ressenti pleinement. Et puis je l'ai mis de côté parce que le moniteur d'Élise venait de changer légèrement et le docteur Nayer descendait le couloir et la seule chose qui comptait à ce moment-là était le prochain souffle de ma fille. Le docteur Nayer a passé en revue les lectures de la nuit, avec la concentration calme d'un médecin, qui a appris à ne pas donner aux familles plus de certitude que les chiffres ne le permettent. Elle tient le coup, a-t-elle dit. La charge thrombotique répond à l'anticoagulation. Je veux un autre scanner à septe. Et si cela semble être la même chose qu'hier soir, alors nous parlerons de la phase suivante. Elle m'a regardé directement,
ce que j'ai apprécié. Elle est jeune et elle est forte, Madame Sterling, ça compte. Claire, ai-je dit. S'il vous plaît, elle a presque souri. Claire, allez prendre un café. Je vous appellerai si quelque chose change. Je suis allée à la cafétéria. J'ai bu un mauvais café dans un gobelet en papier. Et à bon, mon téléphone a sonné. Le numéro était l'adresse de l'Onyx Room, codé dans ma mémoire comme un emplacement, que j'ai reconnu. J'ai répondu. C'était Marcus. Sa voix, quand elle est arrivée, n'avait rien de la fluidité de la chemise en soie de 6 heures plus tôt. Elle était aiguë et tendue, et pleine de la panique spécifique d'un homme qui vient de découvrir que le monde ne se plie pas, en fait, autour de lui automatiquement. Je l'ai mis sur haut-parleur assez fort. Claire. Il criait presque. Dites-leur de me laisser partir. C'est de la folie. Dites-leur que vous ne l'avez pas signalé volé. Quand je sortirai d'ici, je jure que je prendrai la moitié de votre entreprise dans le divorce. Je vous poursuivrai pour tout. Je vais ruiner. Détective, ai-je dit. Pas à Marcus. Avez-vous enregistré ça? La voix qui a répondu était calme, masculine et professionnelle. Haut et clair. Madame Sterling ajoutera l'intimidation d'un témoin aux charges existantes. La ligne a été coupée au milieu d'un cri. J'ai terminé mon café à Dix 14, et les portes de la salle d'attente se sont ouvertes, et la famille Vance est arrivée comme une tempête. Dana en premier, toujours dans les vêtements du club. Le mascara coulant sur une joue, se déplaçant avec l'énergie de quelqu'un qui est resté éveillé trop longtemps, et qui fonctionne à la pure indignation. Puis, Richard Vance, le père de Marcus, 63 ans, lourd, le visage rouge, le genre d'homme qui avait passé toute sa vie à utiliser le volume comme autorité. Puis Hélène Vance, sa mère, 58 ans, des perles même maintenant, son visage arrangé en une expression de blessure vertueuse qui a dû prendre des années à perfectionner. Il criait avant de m'atteindre. Espèce de femme vindicative. La voix d'Hélène a frappé la salle d'attente, comme un plateau renversé. Les autres familles ont levé les yeux. Une infirmière est apparue dans l'encadrement de la porte, a évalué la situation et a atteint quelque chose sous le comptoir. Laissez tomber ces accusations tout de suite. Il est le mari de votre fille. Comment osez-vous? Je me suis levée lentement, complètement. J'avais un dossier rouge sur la chaise à côté de moi. Je l'avais préparé entre 5h30 et 6h45 dans la salle de consultation familiale de l'hôpital, en utilisant l'imprimante au poste des infirmières que l'infirmière en chef, Sandra Obi, 18 ans en soins intensifs, une femme avec le calme de quelqu'un qui a vu chaque variété de crise humaine, et a décidé que la patience était la réponse la plus efficace, avait tranquillement débloqué pour moi, quand je lui ai expliqué pourquoi j'en avais besoin. Sandra m'avait regardé pendant un moment après que j'ai expliqué. « Vous avez préparé ça cette nuit ?» a-t-elle dit. « Pendant que votre fille. » Je suis restée avec elle jusqu'à 2 heures, ai-je dit. Ensuite j'ai travaillé. Ensuite je suis retournée. Certaines personnes traitent le deuil en le ressentant. Je le traite en m'assurant que les personnes qui l'ont causé font face aux conséquences. Elle a débloqué l'imprimante sans un mot de plus. J'ai ouvert le dossier maintenant. J'ai sorti le premier document, et je l'ai tendu à Dana. Elle l'a pris par réflexe, l'a regardé. La couleur a drainé de son visage si complètement que, pendant un instant, elle a ressemblé à une photographie d'elle-même plutôt qu'à la personne réelle. C'est votre avis d'expulsion, ai-je dit. Ma société holding possède la maison de ville que Marcus a arrangée pour vous sur Carver Street. Vous avez 30 jours, l'avis a été déposé ce matin. La bouche de Dana s'est ouverte, est restée ouverte. Aucun son n'est sorti. Je me suis tournée vers Richard. J'ai pressé le deuxième document contre sa poitrine. Il l'a pris parce que ne pas le prendre aurait nécessité qu'il fasse un pas en arrière. Et les hommes comme Richard Vance ne font pas de pas en arrière. C'est un résumé préliminaire de comptabilité médico-légale, ai-je dit. Il montre 80 000 $ de transactions non autorisées, acheminées par Marcus, depuis Sterling Consolidated vers des comptes, servant la dette de votre restaurant. Je l'ai envoyé à la division des crimes financiers du FBI à 5h05 ce matin. Vous pouvez vous attendre à un contact de leur bureau dans les 72 heures. Richard a regardé le document. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu un visage faire auparavant. Il ne s'est pas effondré exactement. Il a juste semblé perdre toute sa structure d'un coup, chaque muscle se relâchant simultanément. Les genoux d'Hélène ont flanché. Elle s'est assise brutalement sur la chaise en plastique de la salle d'attente,
sa main allant à sa poitrine, ses perles captant la lumière fluorescente. Nous sommes de la famille, a-t-elle haleté. Le mot est sorti creux. La façon dont les mots sortent, quand ils ont été utilisés, trop de fois comme un bouclier, et qu'ils ont finalement traversé. Nous ne savions pas ce qu'ils faisaient, nous n'avions aucune idée de l'argent. Ayez pitié, s'il vous plaît. Vous êtes venu à cet hôpital, ai-je dit. Votre fils a laissé ma fille sous respirateur pour assister à une fête. Vous étiez sur ses réseaux sociaux. Vous saviez où il était. J'ai regardé Hélène fermement. Vous avez célébré pendant que mon enfant était en train de mourir. Nous n'avons pas. Vous l'avez posté, ai-je dit. Dana l'a posté avec une légende. Hélène a regardé Dana. Dana fixait toujours l'avis d'expulsion. Il n'y a pas de pitié ici, ai-je dit. Il y a de la documentation, il y a des conséquences, et il y a une femme dans cette chambre qui mérite mieux que vous tous. Et puis, l'alarme s'est déclenchée. Code bleu, depuis la chambre d'Élise. Le son terrible et spécifique d'une urgence médicale se déroulant à 12 mètres. Chaque document, chaque compte, chaque vance, tout cela a disparu, parti, juste comme ça, j'ai laissé tomber le dossier, et j'ai couru. Les 4 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je ne les décrirai pas en détail, parce que certaines choses ne sont pas du contenu. Certaines choses sont juste la terreur animale brute d'une mère se pressant contre un mur, pendant qu'une équipe de personnes travaillait pour garder son enfant en vie. Et il n'y a pas de mots qui améliorent ce silence ou cette peur. Ce que je vous dirais, c'est que le docteur Nayer est sorti à 14h31. Elle ne courait pas. Son visage n'était pas arrangé dans la configuration qui délivre les pires nouvelles. Elle a marché vers moi avec la mesure de quelqu'un portant quelque chose de lourd, mais pas quelque chose de brisé. Le scanner a montré une amélioration, a-t-elle dit. La charge thrombotique diminue. Elle a eu une arythmie ce matin. C'est ce qui a déclenché l'alarme, mais c'est stabilisé. Nous allons prudemment dans la bonne direction. J'ai posé ma main sur le mur derrière moi. Puis-je la voir? Oui. Elle est toujours sédatée, toujours sous respirateur, mais oui. Je suis restée assise à côté de ma fille pour le reste de l'après-midi, et j'ai tenu sa main, et je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas pensé à Marcus, je n'ai pas pensé au dossier, je n'ai pas pensé aux conséquences, ou à la documentation, ou au FBI. J'ai pensé à Élise à 7 ans, debout sur un quai dans le Vermont avec une canne à pêche qu'elle n'avait aucune intention d'utiliser, me disant qu'elle allait être médecin quand elle serait grande pour pouvoir soigner les poissons. J'ai pensé à Élise à 22 ans, m'appelant de son premier appartement pour dire que le chauffage ne fonctionnait pas et qu'elle ne savait pas qui appeler, et moi la guidant à travers la conversation avec le propriétaire étape par étape, et elle disant à la fin: « Je peux faire des choses, maman. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me rappeler que je le peux. » « Tu le peux, lui ai-je dit maintenant, silencieusement. Je te le rappellerai autant de fois que tu en auras besoin. Marcus a été mis en examen le jeudi matin. Les accusations, telles que détaillées pour moi par Jonathan Park à 7h15 ce jeudi, étaient l'usage non autorisé d'un véhicule à moteur, la conduite en état d'ivresse, la résistance à l'arrestation, et grâce à l'appel téléphonique, l'intimidation criminelle d'un témoin. Le bureau du procureur avait également reçu le résumé médico-légal préliminaire de Jonathan, et a indiqué qu'ils examinaient les questions financières séparément, ce qui est le langage juridique pour « nous ouvrons une enquête ». La caution a été fixée à 50 000 $. Marcus n'avait pas 50 000 $ sur aucun compte auquel il pouvait accéder, parce que chaque compte auquel il pouvait accéder avait été gelé. Il a passé 48 heures au centre de détention du comté. Sa famille n'a pas pu le libérer sous caution parce que Richard Vance s'était apparu lors d'une conversation avec l'agent spécial du FBI Thomas Brower, 11 ans dans les crimes financiers, avait co-signé 2 des transactions irrégulières, ce qui rendait sa propre situation financière quelque peu compliquée. Pendant que l'enquête était active, Dana m'a appelé vendredi, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé samedi. J'ai laissé sonner. Dimanche, elle est apparue à l'hôpital. Élise avait été transférée des soins intensifs vers une unité de soins intermédiaires depuis lors, respirant par elle-même, réveillée, confuse et furieuse de sa situation, de la manière spécifique des personnes qui ont survécu à quelque chose de terrifiant, et ont besoin de placer cette fureur quelque part. Et l'infirmière en chef m'a appelé avant que Dana ne passe la réception. « Il y a une femme ici », a dit Sandra Obi, disant qu'elle est de la famille.
Elle ne l'est pas, ai-je dit. Plus maintenant. Sandra a géré la situation. Je suis restée avec Élise. Élise, pour sa part, avait été mise au courant à propos de Marcus le 3e jour, quand elle était assez bien pour le traiter, et que j'étais assez bien pour le dire sans que ma voix ne brise. J'avais préparé soigneusement. J'avais les documents, l'explication, la chronologie, j'avais pensé à la façon de formuler les choses pour qu'elle ait des informations plutôt que juste de la douleur. Elle a écouté tout sans interrompre, ce qui était quelque chose qu'elle avait hérité de moi, et dont je n'avais jamais été plus reconnaissante. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit, les clés de voiture, il les a juste prises sur la table. Oui, devant toi. Oui, il ne pensait pas que tu ferais quelque chose à ce sujet. Non, ai-je dit. Il ne le pensait pas. Elle a regardé le plafond pendant un moment. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit finalement. Je ne voulais pas savoir à quel point. Je sais, maman. Elle s'est tournée vers moi. Sa voix était fatiguée, claire et entièrement la sienne. Merci. J'ai pris sa main. Je vais avoir besoin que tu témoignes à un moment donné. Ai-je dit. Quand tu seras prête. Jonathan te guidera à travers ça. Elle a presque ri. Bien sûr, tu as déjà un plan. J'ai toujours un plan, ai-je dit. Je sais. Elle a serré ma main. C'est l'une de tes qualités les plus alarmantes. Le divorce a été finalisé 8 mois plus tard. L'emploi de Marcus avait été résilié pendant l'enquête. Son entreprise, une fois que la conduite en état d'ivresse et les accusations de fraude financière en attente ont été rendues publiques, a refusé de poursuivre son emploi avec la rapidité d'une organisation qui comprenait la responsabilité. L'enquête sur les détournements de fonds a abouti à des accusations contre Marcus et, dans une moindre mesure, Richard Vance pour son rôle dans la facilitation des transactions. Le restaurant d'Hélène a été fermé en novembre. L'expulsion de Dana a été complétée selon le calendrier prévu. Élise a reçu une séparation complète des actifs et un règlement que Jonathan a décrit comme équitable de la manière spécifique qui tend à se produire quand une partie a commis une fraude financière et que l'autre partie avait un avocat d'entreprise de 6 ans qui avait construit le dossier pendant 7 mois. Et je me la suis répétée chaque matin depuis qu'elle a quitté cet hôpital un mardi en avril avec de la couleur dans le visage et de la fureur dans l'épine dorsale et 3 mois de thérapie physique devant elle, et j'ai l'intention de continuer à le dire pour le reste de ma vie. Elle va bien, elle vit dans son propre appartement, le condo qu'elle a acheté à 26 ans, que Marcus n'avait jamais réussi à la convaincre de vendre, ce que je crois maintenant être le seul morceau de chance qui a joué contre lui dès le début. Elle retravaille, à temps partiel au début, à temps plein maintenant. Elle m'envoie des SMS chaque matin, généralement quelque chose de petit, une photo de son café, une plainte sur le trafic, une question sur ce que je dîne. Je réponds à tous. J'ai récupéré mon Range Rover pour ce que ça vaut. L'eau de fourrière, mardi après-midi. La chemise en soie était sur le siège arrière, dans un sac de pressing. Je l'ai laissée là pour que le personnel de la fourrière s'en occupe. Le seul appel que je n'attendais pas est arrivé en octobre. Hélène Vance. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai pensé à ce qu'Élise dirait si je lui disais que j'avais laissé aller à la messagerie vocale. Et j'ai répondu. La voix d'Hélène, quand elle est arrivée, ne ressemblait en rien à la femme qui s'était tenue dans cette salle d'attente d'hôpital, en criant sur la famille et la pitié. C'était calme et petit et portait quelque chose qui avait le poids spécifique d'une personne qui a eu beaucoup de temps dans un petit espace pour réfléchir. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je sais qu'il n'y a plus rien à demander. Richard m'a dit, ce que Marcus a pris à votre entreprise. Je ne connaissais pas le montant. Je savais que nous avions besoin d'aide, et je me suis laissé ne pas demander d'où cela venait. Une pause. Je me suis laissé ne pas demander parce que c'était plus facile. Et votre fille était à l'hôpital, et nous étions dans une boîte de nuit, et j'avais posté que je l'approuvais, et Elle s'est arrêtée. J'ai attendu. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais que ça ne répare rien. Je me suis assise avec cela pendant un moment. Non, ai-je dit. Ça ne le répare pas. Je sais, mais je vous ai entendu, ai-je dit. Et je le transmettrai à Élise si elle le veut. C'est sa décision. Oui, a dit Hélène. Bien sûr. J'ai terminé l'appel. Je me suis assise dans mon bureau,
mon bureau, dans mon bâtiment, entouré de 6 ans de travail, et de chaque décision que j'avais prise correctement, et chaque décision que j'avais prise de travers, et dont j'avais tiré des leçons. Et j'ai pensé à l'unité de soins intensifs à 3h du matin, et à la vidéo sur la page de Dana, et au moment spécifique où quelque chose s'est fermé en moi, et que je suis entrée dans le couloir, et que j'ai passé 3 appels téléphoniques. Les gens m'ont demandé depuis, collègues, amis, Élise elle-même une fois, si je calculais cette nuit-là, si cela semblait froid, si j'étais vraiment aussi calme. La réponse est non. Je n'étais pas calme. Mes mains n'étaient pas stables. Debout dans ce couloir à 3h du matin en passant ces appels, j'étais la plus effrayée que je n'ai jamais été de ma vie parce que ma fille était sous respirateur à 12 mètres. Et la seule chose que je savais avec certitude était que je ne pouvais pas réparer ça. Je ne pouvais pas la faire respirer mieux, ou coaguler moins, ou guérir plus vite. Je ne pouvais pas faire la seule chose qui comptait le plus, mais je pouvais faire tout le reste. Et donc je l'ai fait, parce que je suis une mère, et je suis une stratège. Et la différence entre ces deux choses est plus petite que la plupart des gens ne le pensent.